Je rappelle aux Congolais la nécessité de rejoindre la philosophie, la vision, le combat du CRC. Mais vous avez dit que nous reviendrons là-dessus. Le moment venu, certainement, vous poserez des questions. On vous dira ce qu'il faut, ce qui c'est le CRC et qu'est-ce que veut le CRC. Mais au jour d'aujourd'hui, les terres qui ont été vendues au Rwanda est une mine pour le Congo-Brazzaville qui va s'exploser d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans ou peut-être 50 ans. Nous autres serons certainement déjà sur terre, mais nos enfants, nos petits-enfants, comme le disait le général Benoît Mundelungolo dans son ouvrage Les lettres ouvertes, ils viendront cracher sur nos tombes, déféquer sur nos tombes, pisser sur nos tombes, parce que nous aurons assisté une famille, un groupe de Congolais, signer des accords qui seront pour eux cette mine-là qui va s'exploser. Que vous inspire finalement cette insensibilité du gouvernement Makosso à la souffrance des populations congolaises? Il faut repartir dans l'histoire pour mieux comprendre la mauvaise foi du gouvernement Makosso. En fait, ce n'est pas le gouvernement Du système Sassou, tu voulais dire? Le système Sassou, j'allais dire. Comment revient M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre État? C'est au lendemain d'un coup d'État militaire. Dites la guerre civile de 1997. Subtilement appelée guerre civile, ça n'a jamais été une guerre civile, en fait, c'est un coup d'État. Voilà pourquoi je dis un coup d'État appelé communément une guerre civile de 1997. Il revient parce que ce dernier a subi les conséquences de sa mauvaise foi lorsqu'il décharge le général Jacques Jospin Yombi Opango des fonctions de chef d'État. Vous vous souvenez des phrases telles que la traversée du désert. Pour eux, le mandat du président Lissouba, ça a été une traversée du désert. Vous vous souvenez de l'humiliation que M. Denis Sassou Nguesso a subie en étant assis sur un lit de l'hôpital, assisté, paix à son âme, du couple Bongo, sa fille et son beau-fils, et homologue. Mais il était là, il était dans, je ne sais pas si c'est une clinique, il était en train de se faire traiter. Pourquoi on doit appeler cela comme une humiliation? En plus, lorsque vous rappelez la traversée du désert, bah, écoutez, est-ce on est né pour rester président à vie? Donc, lorsqu'on n'est plus président, c'est une traversée du désert. Comment expliquer ça? Monsieur Christ, il faut voir le contexte par lequel M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Un coup d'État. Tous ceux qui l'accompagnent, ou sinon lui-même, le disaient ici et là, que pour eux, le mandat du président Lissouba a été une traversée du désert. De la chute du mur de Berlin à la conférence de la Baule, le monde change. Denis Sassou Nguesso, qui aurait souhaité une mise en place progressive du multipartisme, doit céder face à l'agitation sociale et aux pressions extérieures. Entre septembre et décembre 1990, le parti unique et l'idéologie marxiste passent à la trappe. Les vannes s'ouvrent brusquement et la contestation s'y engouffre. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Monseigneur Kombo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Quand on regardait ça, et comment vous dire, beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers, et leurs épouses et tout ça, et regarder devant la télévision tout ce qui se disait. Je dis, mais comment ça peut être possible? Je dis, si c'est ça la politique de Nice, ce n'est pas la peine.
tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, hein, déjà 13 ans. J'ai dit, ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique, parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Et donc, cela a créé en eux une rancune. Non pas à l'endroit des dirigeants d'hier, c'est-à-dire de la période 92-97, mais aussi à l'endroit du peuple congolais. Et lorsqu'on traîne une rancune à l'égard de quelqu'un, naturellement, on ne peut rien faire de positif pour cette personne. D'où les Congolais ne doivent s'attendre de rien de positif de la part du système actuel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous trouver sur Telarc TV, Télé Renaissance, la renaissance de l'Afrique. Vous allez devoir vous habituer désormais avec l'appellation R7, la Renaissance TV, la chaîne qui vous informe 7 jours sur 7. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, Lucrèce Maïk Guédi. Bonjour Lucrèce. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci, vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH, Yuki, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela, l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cet échange qui portera sur l'actualité congolaise et internationale. Et d'ailleurs, nous profitons de votre séjour en Afrique pour vous faire réagir à chaud, bien entendu, sur l'actualité congolaise, comme je l'ai dit, et internationale. D'abord, nous allons commencer par le Mali. C'est désormais une date symbolique, le 14 novembre 2023, jour où l'armée malienne a annoncé la reconquête de Kidal, bastion des rebelles. Plus de 11 ans après en avoir perdu le contrôle total. Une victoire sans équivoque, dirait-on, pour le Mali et son président, le colonel Assimi Goïta. Quelle analyse vous inspire cette reprise de la ville de Kidal qui était devenue, on peut le dire comme ça, une épine sous le pied du Mali? Merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin, pour cette unième opportunité que vous donnez au CRC et à ma personne pour m'exprimer, parler au peuple congolais et parler au peuple africain, mais aussi parler aux frères Européens, Américains, Asiatiques, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue à l'image d'un pillage planétaire, et donc, ce qui touche l'Asie touche l'Afrique, ce qui touche l'Afrique touche l'Europe. Alors, au nom du CRC, nous adressons nos sincères félicitations à l'armée malienne, plus précisément au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Mali vient de démontrer, l'armée malienne vient de démontrer que lorsque les Africains sont organisés, lorsque les Africains ont les moyens de leur politique, ils peuvent faire, ils peuvent matérialiser ce que certains pensent est impossible pour les Africains. À une époque donnée, je crois qu'il y a 11 ans de cela, on a fait croire que l'armée malienne était incapable de récupérer ce territoire occupé par, entre guillemets, des terroristes. Aujourd'hui, avec la volonté, pendant cette période transitoire, l'armée malienne, sous l'impulsion de président de la transition, a mis un certain nombre, mené un certain nombre d'actions à l'endroit de cette zone, et ils ont récupéré la zone. Bravo à l'armée malienne, et nous espérons qu'ils vont sécuriser la zone pour, pourquoi ne pas dire pour l'éternité. C'est aussi l'occasion de rappeler à l'armée congolaise, puisqu'on ne pourra pas parler d'autres nations sans parler de la nôtre, qu'à un moment donné, ceux qui dirigent notre armée devaient se gêner, pour ne pas dire devaient s'inspirer sur ce que font les autres. La nôtre, elle est spéciale, elle est spécialiste de tuer le peuple. La nôtre est spécialiste d'enfermer tous ceux qui ont une pensée contraire à celle de celui qui dirige la République, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais elle est incapable de mener des actions, de sécuriser son peuple. Regardez ce qui s'est passé, si je ne me trompe pas, il y a environ 2 ans ou 3 ans, dans le département du Niari, plus précisément à Kimbongo, plusieurs incursions de l'armée angolaise sur nos territoires. On apprend que des chefs de village ont été tués, mais quelle était la réaction de notre armée? Rien du tout. Mais s'il s'agissait du pool,
le lieu par excellence où cette armée démontre sa force et sa puissance. Elle devait être la première de tuer, brûler des maisons, ordonner même les soldats à faire tomber des arbres fruitiers. Faites un tour à Soumoula où vivait, ou sinon vit M. Ntoumi. Faites un tour dans certains villages à Kindamba, plus précisément à Missanvi, où des arbres ont été coupés, par des militaires. Et lorsqu'on les fréquente, ou sinon on glane quelques informations ici et là, ils disent que c'est sur instruction de leur tutelle. Et donc, bravo à l'armée malienne et espérons que de tels actes pourront ramener notre armée à l'ordre en se disant, tiens, on a trop fait du mal au peuple, je crois que le moment est venu de sauver notre honneur. Alors donc, si j'ai bien compris, ça a été aussi une manière pour vous d'interpeller l'armée congolaise, peut-être les autres armées africaines aussi, qui ont en fait, j'allais dire, la précipitation à aller tirer sur les civils. Vous avez rappelé le pool, il y a aussi le maquis d'Ikongono, tout le monde sait ce qui s'est passé à Ikongono, c'est au nord du pays, avec le maquis de Pierre Onga, mais il y a aussi l'épisode, bien sûr, du beat de Brazzaville, 350, les plus de 350 jeunes disparus au beach. Et tout ça, c'est ce qu'est capable les armées comme l'armée congolaise qui, vous l'avez aussi rappelé, à Kimongo, avec plusieurs incursions des armées étrangères, cette armée n'a jamais fait même une déclaration, et c'est curieux. Et donc, comme quoi, ce sont des armées faites pour défendre un pouvoir. Je suis désolé. Monsieur Christian Perrin, permettez-moi d'ajouter quelque chose là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, je le dis, mais avec beaucoup de gêne, parce que cela n'honore pas le pays. Je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons une armée? Moi, je crois que nous avons une milice au service d'un homme, en la personne de Denis Sassou Nguesso. Je doute fort que si nous avons une armée, et si nous l'avons, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la vocation première de cette armée? Ou quelles sont les actions menées par cette armée au profit du peuple congolais? Il y a 2 jours, sinon 24 heures, on a vu sur les réseaux sociaux une vidéo circuler. Comment la jeunesse congolaise se bat à vouloir devenir militaire? Mais en fait, quel est l'objectif? C'est en fait pour avoir un numéro solde et donc une rémunération mensuelle. Mais ce n'est pas pour servir la patrie, tel le veut l'esprit et la lettre de l'action ou sinon de l'existence d'une armée. La nôtre, c'est une milice déguisée sous la forme évidemment, au service d'un régime. Voilà, Lucas, vous pouvez avoir raison parce que dans tout ça, en fait, ce rappel, c'est justement aussi pour rappeler à nos téléspectateurs que toutes les fois qu'il y a eu ces expéditions punitives dans le pool, comme à Ikongono, dans la partie septentrionale du Congo, les massacres du Beach, le chef suprême, comme qui dirait, de cette armée, entre guillemets, c'est bien Denis Sassou Nguesso, et qui doit normalement répondre de ces crimes contre l'humanité. Avant de continuer, Lucrèce, permettez-moi de rassurer nos téléspectateurs. Vous l'avez probablement aussi constaté que notre logo et nos interfaces Facebook et YouTube ont changé, mais c'est toujours Teler TV, dans sa déclinaison complète Teler TV, donc télé à Renaissance, qui informe 7 jours sur 7. Voilà pourquoi vous lirez désormais R7 pour les francophones ou R7 pour les anglophones, mais ça reste tout de même Teler TV, la renaissance de l'Afrique. Lucrèce Maïguedi, je reviens donc vers vous, cette fois-ci, pour parler du Moyen-Orient, notamment la guerre entre le Hamas et Israël. Quelle est la posture du Congrès pour la renaissance du Congo, le CRC, sur la situation qui prévaut au Moyen-Orient? Je parle là, bien sûr, de la guerre entre Israël et le Hamas. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, précisément en Israël et le Hamas, il faut dire que c'est des faits à dénoncer. Ben, la position du CRC, elle est connue, c'est l'application du droit international. Parce que si l'on va dans la logique selon laquelle il y a des terroristes et il y a ceux qui défendent un territoire, la question qui se posera, c'est de savoir pourquoi il y a des terroristes et pourquoi cela n'a pas été empêché bien avant. D'où nous pensons au CRC, la nécessité, c'est l'application du droit international.
c'est-à-dire l'intégrité territoriale de chaque État, c'est-à-dire que la Palestine et l'Israël, doit être respectée, et les coupables de tout ce qui se passe aujourd'hui doivent répondre un jour devant les juridictions internationales. Ceux qui méritent des sanctions juridiques doivent être sanctionnés et donc condamnés. Et ce qu'il faut souhaiter pour ramener la paix dans cette partie du monde, c'est la paix de cœur, c'est-à-dire les fils et filles de deux nations doivent prendre de la hauteur, privilégier l'essentiel, accepter de s'asseoir, discuter et trouver un compromis dans le sens où chaque État doit être respecté, chaque territoire doit être respecté, mais au moins, au finish, le droit international doit s'appliquer. Et donc, si j'ai bien compris, pour ceux qui parlent du terrorisme de l'autre côté, bon, comme qui dirait, il y a le bon et le mal. Pour vous, c'est une forme, une lecture des événements qui n'est pas assez objective, c'est ça? Non, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas d'aller dans ce sens, terroristes ou ceux qui défendent un territoire, parce que les terroristes aussi vous diront que nous défendons une cause. Ils ne sont Tout pas à fait. de... Alors, donc, vous avez dit, c'est le droit international qui doit primer, et donc vous défendez le droit, c'est-à-dire l'application du droit international, aussi bien. Naturellement, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, pour le CRC, c'est le droit international qui doit s'appliquer. Faire de telle sorte que chaque territoire soit respecté, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui en RDC. Il est inadmissible plutôt d'accepter qu'un État frère, une nation sœur, puisse quitter son territoire pour s'installer dans un territoire, s'aimer de la terreur, piller les richesses d'un État ou tuer les gens à ciel ouvert. D'où nous pensons que partout dans le monde où de telles situations vont se produire, la seule chose, c'est l'application du droit international. Donc, je disais tout à l'heure, vous défendez donc l'application du droit international à tous les niveaux, tous les crimes de guerre, génocide, épuration ethnique doivent être condamnés, comme vous le disiez tout à l'heure, en appliquant bien sûr le droit international. Et En ce qui donc, concerne aussi les crimes cela aussi est financiers, valable au à Congo-Brazzaville, puisqu'il y l'image a du eu aussi des crimes Congo-Brazzaville. de guerre. Oui. Au Congo, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Cela veut dire qu'au Congo, si on doit appliquer le droit international, les auteurs doivent répondre. Monsieur Christian Perrin, le CRC est un mouvement politique, économique, social créé par des Congolais. Si le CRC se préoccupe de ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en RDC, naturellement, le CRC doit se préoccuper de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous parlez des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres. Mais il y a aussi des crimes économiques où des fonds ont été dilapidés par une famille, la famille Sassou Nguesso, et tous ceux qui acceptent d'être au service de cette famille, en l'occurrence des gens comme des Jean-Jacques Bouillard, Gilbert Ondongo et bien d'autres, qui doivent répondre un jour devant soit les tribunaux locaux, quand je dis locaux, ça dit que chez nous, au pays, ou devant les juridictions internationales, pour tout ce qu'ils ont fait contre le peuple congolais. Je vous prends un exemple simple. Le saviez-vous que les 14 000 milliards dilapidés par M. Denis Sassou Nguesso, avec tout ce qui l'accompagne, Denis Kressel Sassou Nguesso, Bouya, Ondongo et bien d'autres que je n'ai pas cités ici, c'est pratiquement tout un septennat. C'est pratiquement le budget de tout un septennat. Oui, mais là encore, vous parlez du budget de tout un septennat, c'est évidemment 14 000 milliards, plus de 14 000 milliards, c'est quand même 25 milliards de dollars américains, c'est beaucoup trop d'argent. Et c'est là, évidemment, venons-en donc au Congo, puisque vous faites déjà état du Congo-Brazzaville, avec l'entrée en vigueur de l'augmentation du prix du carburant à la pompe, qui est passé donc à presque plus 25%, c'est beaucoup d'argent depuis le mois d'octobre. Et donc, le prix du litre de gazole est passé de 500 francs CFA à 625 francs CFA. Le gouvernement Makosso, je ne sais pas si vous le savez, avait promis des mesures susceptibles d'en atténuer l'impact sur
les populations en particulier sur le panier de la ménagère. Pour tenir compte de la hausse attendue et en cours du prix du gazole, le Conseil des ministres a donc, sur rapport du ministre d'État Ayessa, entériné les mesures d'accompagnement et d'atténuation suivantes. Le Conseil des ministres a instruit les autorités compétentes à s'assurer du fait que les ressources dégagées par la baisse des subventions soient affectées, réservées et même sanctuarisées afin de mener les actions suivantes en faveur des populations. Relance du projet hydraulique rural, eau pour tous. Réfection et construction des pistes rurales et agricoles. Amélioration des conditions de vie dans les internats, les restaurants et cantines scolaires et universitaires. Plus d'un mois après, on se rend bien compte que ces mesures ne sont toujours pas encore mises en vigueur. Dès ce lundi 20 novembre, l'école risquerait d'être perturbée. La grogne monte chez les enseignants volontaires. Ils entrent en grève illimitée à partir de ce 18 novembre. 2 mois de bourses impayées, un recrutement qui les passerait sous les yeux. Ces enseignants finalistes passent à l'offensive. Nous, coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, réunis en assemblée générale ce samedi 18 novembre 2023, constatant avec beaucoup d'amertume le non-respect par le gouvernement de la République de notre cahier de charges. Par conséquent, nous demandons fermement à tous les enseignants volontaires d'observer une grève illimitée dès ce samedi 18 novembre 2023 à 11 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Assis à même le sol, comme dans l'enceinte de cette école, qui a formé certains d'entre eux, comme pour mieux exprimer leur désarroi, ces hommes et femmes comme cette enseignante qui sert l'État depuis 10 ans, d'abord comme bénévole, ensuite volontaire, se disent brimés. On est fatigués. Nous, les finalistes, nous sommes fatigués de cette maltraitance. Nous sommes là sur le terrain. Depuis 2018, vous nous promettez que priorité ceux qui sont sur le terrain. C'est ce qu'on nous dit. Nous partons pour aller enseigner. Nous avons accepté. D'aucuns ils ont fait le bénévolat. Nous avons commencé par le bénévolat. J'ai commencé, par exemple, moi, dans mon cas, nous avons commencé en 2013. On a fini en 2013. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. 10 ans, sans pourtant qu'on recrute. Dans l'arsenal de leurs revendications s'ajoute l'éternel problème de la redistribution du quota. Ils s'indignent sur le profil des personnes recrutées à l'enseignement. Pour le traitement du quota 2023, nous exigeons que seuls les enseignants soient recrutés, soient sélectionnés. Nous n'avons plus besoin qu'on puisse recruter celui qui va au marché. Nous n'avons plus besoin qu'on puisse recruter un citoyen lambda, celui qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Nous n'avons plus besoin qu'on puisse recruter des parents. Non, nous avons besoin qu'on puisse recruter évidemment des enseignants qui sont sur le terrain, qui souffrent pendant 5 ans. Nous avons besoin d'un traitement objectif du traitement du quota. La coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CEDEP, réunit les enseignants volontaires de l'ENES, ENI, ENBA, CETEF, INGES et l'ICEPS. Ce mouvement de grève enclenché ce jour fait suite au préavis de grève du 4 novembre dernier. À ce jour, le nombre exact de l'ensemble des finalistes actifs sur le terrain n'est pas connu. Voilà. La société civile, à travers la plateforme pour la défense des droits humains et la démocratie, hausse le ton et dénonce l'opacité dans la gestion de la chose publique. Rien ou presque n'a échappé à la plateforme de la fonction publique aux difficultés du transport urbain, en passant par le dysfonctionnement à l'énergie électrique du Congo. Face aux médias, ce 14 novembre 2023, la société civile s'indigne. Nous avions au premier lieu la situation du recrutement à la fonction publique. Mais aujourd'hui, c'est un endroit de recrutement mafieux. Et nous dénonçons cela. Ici, nous trouvons
insensé et ne trouvant pas normal que la priorité du gouvernement soit plutôt sur l'organisation d'événements qui, pour nous, nous considérons que ce sont des événements sans intérêt, qu'une population qui est ici à Brazzaville, qui est ici dans le Congo et qui souffre par manque de soins, qui souffre par manque de possibilités pour se soigner. Pour nous, nous considérons que cela est une priorité pour le gouvernement et que l'organisation de sommets quelconques ne peut pas constituer une priorité pour l'existence et pour l'évolution des familles congolaises. Mais ces problèmes-là ne peuvent être résolus qu'à coup d'argent. Alors pourquoi aller organiser des sommets lorsque les populations n'ont pas de quoi vivre convenablement, ne peuvent pas vivre convenablement, se loger convenablement, avoir des habitations, avoir des routes qui leur permettraient de pouvoir se déplacer. Donc il y a une série, il y a énormément de problèmes, une liste de problèmes que nous considérons comme étant prioritaires et non l'organisation de sommets et d'autres sommets. Je tiens aussi à rappeler que nous demandons au gouvernement congolais d'avoir un peu plus de considération pour la population. Que vous inspire finalement cette insensibilité du gouvernement Makosso à la souffrance des populations congolaises? Il faut repartir dans l'histoire pour mieux comprendre la mauvaise foi du gouvernement Makosso. En fait, ce n'est pas le gouvernement. Du système Sassou, tu voulais dire. Du système Sassou, j'allais dire. Comment revient M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre État? C'est au lendemain d'un coup d'État militaire. Dites la guerre civile de 1997. Subtilement appelée guerre civile, ça n'a jamais été une guerre civile, en fait, c'est un coup d'État. Voilà pourquoi je dis un coup d'État appelé communément une guerre civile de 1997. Il revient parce que ce dernier a subi les conséquences de sa mauvaise foi lorsqu'il décharge le général Jacques-Jospin Yombi Opango des fonctions de chef d'État. Vous vous souvenez des phrases telles que la traversée du désert. Pour eux, le mandat du président Lissouba, ça a été une traversée du désert. Vous vous souvenez de l'humiliation que M. Denis Sassou Nguesso a subie en étant assis sur un lit de l'hôpital, assisté, paix à son âme, du couple Bongo, sa fille et son beau-fils. Mais il était là, il était dans, je ne sais pas si c'est une clinique, il était en train de se faire traiter. Pourquoi on doit appeler cela comme une humiliation? En plus, lorsqu'on vous rappelait la traversée du désert, bah, écoutez, est-ce on est né pour rester président à vie? Donc, lorsqu'on n'est plus président, c'est une traversée du désert. Comment expliquer ça? Monsieur Christ, il faut voir le contexte par lequel M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Un coup d'État. Tous ceux qui l'accompagnent, ou sinon lui-même, le disaient ici et là, que pour eux, le mandat du président Lissouba a été une traversée du désert. De la chute du mur de Berlin à la conférence de la Baule, le monde change. Denis Sassou Nguesso, qui aurait souhaité une mise en place progressive du multipartisme, doit céder face à l'agitation sociale et aux pressions extérieures. Entre septembre et décembre 1990, le parti unique et l'idéologie marxiste passent à la trappe. Les vannes s'ouvrent brusquement et la contestation s'y engouffre. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Monseigneur Kombo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Et nous savions que ce mouvement était irréversible. Nous ne pensions pas qu'il devait nécessairement prendre un caractère insurrectionnel. Quand on regardait ça, et comment vous dire,
beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers, et leurs épouses et tout ça, et regarder devant la télévision tout ce qui se disait. Je me dis, mais comment ça peut être possible? On parle de qui là? De cet homme que j'ai connu, là, j'accompagne, ou d'un autre homme? Mais c'était très, très, très dur. Très dur, et surtout le soir, parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne, et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il manquait plus que les pleurs, quoi. Parce que je disais, quelle est cette vie de politique, c'est ça? Et tout ce qu'il disait, mais tout et n'importe quoi. Des choses à peine croyables. À peine croyables parce que je disais, mais est-ce que quelqu'un peut faire ça? Mais c'est ça qui plaisait aux conférenciers. Et vous-même, ils ne vous ont pas épargné? Non, pas du tout. Et moi-même, qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné? On m'a même donné tout un train. Tiens, tenez. Un train qui partait de Pointe-Noire à Brazzaville. Un train, on s'appelait à l'époque un train bleu. Et là, dans la salle, il y avait des ministres de transport. Il y avait le directeur de CFCO qui ne disait rien. Je dis, si c'est ça la politique de Nice, ce n'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, hein, déjà 13 ans. J'ai dit, ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique, parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Et donc cela a créé en eux une rancune. Non pas à l'endroit des dirigeants d'hier, c'est-à-dire de la période 92-97, mais aussi à l'endroit du peuple congolais. Et lorsqu'on traîne une rancune à l'égard de quelqu'un, naturellement, on ne peut rien faire de positif pour cette personne. D'où les Congolais ne doivent s'attendre de rien de positif de la part du système actuel. En 2002, ils ont dit nouvelle expérience. Pouvez-nous dire quelles sont les réalisations de la nouvelle expérience? Quelque part, plus tard, ils nous ont dit le chemin d'avenir. Pouvez-nous dire quel est le bilan du chemin d'avenir? Tout récemment, ils ont dit au peuple, poursuivons la marche ensemble. En fait, OK, allons plus loin ensemble. Pour aller jusqu'au où? On ne doit rien attendre de ce système. Parce que ce système est au service d'une famille. Parce que ce système est au service d'un clan. Espérer bénéficier du système actuel, ce que la pyramide de Maslow considère comme les besoins fondamentaux, les besoins primaires qu'un gouvernant doit garantir à son peuple, c'est rêver debout. D'où le CRC pense la nécessité serait d'aller vers une révolution. C'est-à-dire dégager le système, M. Denis Sassou Nguesso et son système, et redonner vie, redonner de l'âme, ramener l'âme, l'esprit de notre État, question de le permettre de revivre le rêve de nos aïeux. Un État uni, un peuple travailleur qui ira vers le progrès. Oui, mais évidemment, lorsque vous dites ça, j'ai l'impression que finalement, on peut appeler cela comme, je peux me tromper, je peux exagérer, mais finalement, c'est un crime parce que c'est comme le génocide, en fait, il se décline en plusieurs étapes. Lorsqu'on parle de génocide, pas forcément qu'on a tué les gens, mais lorsqu'on les affame, lorsqu'on leur prive l'électricité, on leur prive de l'eau, on leur prive l'espace de vie, en fait, les besoins fondamentaux, comme vous venez de le dire, c'est aussi, évidemment, c'est pas loin du génocide, c'est un crime. Et qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement Makosso, finalement, se lance dans cette optique de vouloir faire souffrir les Congolais? Quand je dis gouvernement Makosso, il faut comprendre par là le système Sassou, c'est-à-dire le régime du despote Denis Sassou Nguesso. Je posais la question sur l'augmentation du prix du carburant à 25% parce que je sais comment cela est en train d'étrangler les ménages congolais. Et dans le même temps, c'est ce qui paraît d'ailleurs paradoxal, c'est que le Congo est actuellement en plein boom pétrolier. C'est ce que le gouvernement ne dit pas aux Congolais. Quand il y a beaucoup d'argent, quand l'argent coule à flot au Congo-Brazzaville, on se tait, on ne parle plus. C'est quand
le baril va encore baisser quand on se mettra à faire encore du bruit dans les médias. Là, le baril est passé, je l'ai vérifié ce matin, il est déjà à 82 $ le baril. Et je sais que le budget congolais 2023 a été bâti sur les prévisions de 51 $ le baril. Le baril est passé à 82, il y a un gap. Monsieur Christian Perrin, de l'argent qui coule à flot au Congo. Monsieur Christian Perrin, aujourd'hui, la préoccupation du peuple congolais, c'est d'avoir des citoyens et citoyennes qui seront capables de mener des actions pour les sortir de cette situation. Le Congo est entre des mains des voleurs. Pardon, vous avez dit? Le Congo est entre les mains des voleurs. Permettez que j'en rie parce que mieux vaut en rire que... Je réitère, le Congo est entre les mains des voleurs. Le Congo est entre les mains des pilleurs. Il y ait gap, il n'y ait pas gap, ils pratiquent, ils vivent, ils fonctionnent dans le vol. Et donc, même s'il y a des excédents budgétaires, ne rêvez pas. Les Congolais ne doivent plus rêver. Ils sont nés voleurs, ils vont mourir voleurs, ils seront voleurs. L'actualité congolaise, c'est aussi l'affaire qui continue à faire couler tant donc de salive, les accords illégaux signés entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Alors, finalement, c'est plus de 150 000 hectares. Je répète, plus de 150 000 hectares des terres arables du Congo qui ont été cédés ou concédés ou mise à disposition, en tout cas. Désormais, la confusion a été donc jetée dans la masse par Anatole Koliné-Makosso, mais plus de 150 000 hectares. On peut ajouter les 11 000 hectares dernièrement vendus par Pierre Mabiala à 1 franc symbolique. C'est plus que tout le territoire rwandais qu'on a encore donné aux Rwandais. Alors, ma question, c'est beaucoup plus sur l'intervention d'Anatole Koliné-Makosso à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Alors, il est venu parler de la mise à, disons, de l'autorisation d'occuper les réserves foncières de l'État congolais et non des baux amphithéotiques. Et il dit d'ailleurs, il ne s'agit pas des baux amphithéotiques. Il s'agit donc d'une mise à disposition provisoire assortie de plusieurs conditions. Et les conditions sont bien reprises dans le décret portant autorisation provisoire d'occuper ou autorisation express d'occuper. Parce que les attributions des terres dans notre pays se font dans un cadre bien réglementé, d'où l'autorisation express d'occuper, qui n'a rien à voir avec un acte de scission. On aurait même pu dire qu'il est même loin d'un bail amphithéotique au sens classique du terme. Ce qu'il n'a pas souligné, c'est que celui qui a initié ces accords, en réalité, c'est Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, l'actuel ministre de la coopération internationale. En son temps, lorsqu'il parlait de ces accords, il avait bien parlé d'un bail amphithéotique. L'État ne donne pas ses terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc les biocarburants. Et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et lorsqu'on regarde le dernier décret d'ailleurs du 12 octobre 2023, brandi par Pierre Mabiala, où on a vendu encore 11 000 hectares des terres arabes du Congo à une société étrangère, Mali Développement, à 1 franc CFA symbolique. Là, on a vendu
parce qu'on ne prend pas l'argent quand on n'a pas vendu un produit. Alors, moi, ma question, c'est de savoir que peut présager une telle perfidie de la part de Colline Makosso. Vous parlez des terres du Congo qui ont été vendues au Rwanda. Est-ce que je peux m'exprimer en langue nationale? Non, c'est permis. Hein. Ce sont des langues permises. Alors, il y a merci beaucoup, le M. Christian Kikongo, Pera. il y a le Lingala, voilà, c'est permis. Question de toucher toutes les sensibilités et de permettre à nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs qui sont dans les profondeurs, dans les coins et recoins de notre pays, de mieux cerner ce que je vais dire. Sassou Nguesso na gouvernement naïf va réduire superficie à mboka na biso. C'est-à-dire, Boali Abeto, qui y avait 342 000 km². Samunaiki, Sassou Nguesso, na moyen de Denis Christel Sassou Nguesso, le voleur attitré de notre pays. Basili Koteka, une grande partie du territoire à Mboka na biso et pas yaba Rwandais. Mbongo batekeli territoire wana. Biso na bino to yebite to monite. Accord in ba me signé na Rwanda, sam na ba territoire abeti ba me tekisa. Na Maluku, na Madingu, na Minduli. Bet na ben bet zave. Pas plus tard, ce matin, j'ai échangé avec un député du Parti congolais du travail. Il me disait, je cite, « Petit frère, mets droite sur le cœur, je n'ai jamais vu cet accord. » Mais il est membre du comité central du Parti congolais du travail. Donc même Baumos Nakatia PCT, Bazab veut réellement quel est le contenu il y a accord. Bon, Bande Konangai. Mes frères de la Likwala, mes frères de la Sanga, mes frères de deux cuvettes. J'ai fait le Congo en 2015. J'ai fait le Congo en 2016. J'ai fait le Congo en 2021, aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela. Paix à son âme. Et merci pour tout de là où il est. Le Congo se meurt. Benba, Congolaises et Congolaises originaires à le sud, qui pensaient que tu pouvoir à s'assurer que profiter quand Nabaïne à le nord. Vous vous trompez, mes frères et sœurs. Faites un tour dans le nord profond. Ben que constatez que c'est une misère. Vous, mes frères du Poul, vous, mes frères de la Bouenza, vous, mes frères de la Lekumu, vous, mes frères du Kouilou, vous, mes frères du Plateau, tous nous sommes responsables parce qu'on a laissé ce monsieur revenir à la tête de ce pays. Encore moi, j'étais jeune, j'étais à l'école primaire, mais étant Congolais, je me reconnais responsable. Il est temps pour nous de sauver le pays. Il est temps pour nous de sauver le pays. Congo qui dit avait 342 000 km², parce que Sassou Nguesso de Tiki, les voleurs attitrés de notre pays, Teki ça une bonne partie à boire la bête dans Rwanda. Est-ce que Benzab que partie Teki na boire la bête, c'est quasiment le Rwanda. Donc le superficie à Rwanda mais doublé. Sam Zob, il y a Denis Sassou Nguesso. Moi, il y a un Tiki, le voleur attitré. Est-ce que Benza, qu'en acceptant ces accords, nous courons le risque ou sinon les éventuelles conséquences que subit actuellement la RDC vers l'est de son territoire? Les mêmes qui viennent aujourd'hui au nom des agriculteurs, demain ils vont se comporter en rois.
sur nos sols. Quant à Colonie Makosso, mais M. Christian Perrin, c'est un premier ministre de façade. Il ne gère pas le gouvernement comme tel. Mais c'est à lui que revient la responsabilité. Je veux faire une révélation. Je vais vous faire une révélation. Le ministre Kolela, paix à son âme, nous expliquait, lorsqu'on échangeait, que le conseil de ministres se fait en 3 phases. La première phase, c'est les tenants du système qui se réunissent. Voilà ce que nous voulons de ce conseil de ministres. Et après, le conseil de ministres est exécuté. Le ministre Kolela nous disait, vous savez que même le porte-parole du gouvernement, lorsqu'il vient lire le compte rendu du conseil de ministres, il est assisté par les tenants du gouvernement dans la rédaction. Ils doivent voir, constater que non, ça, il ne faut pas ressortir. Ça, tu peux ressortir. Ça, il ne faut pas ressortir. C'est un premier ministre de façade. Je vais juste récapituler. Oui, vous avez tout le temps de nous dire ce que vous pensez. Mais moi, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, les conseils des ministres au Congo se tiennent en plusieurs phases. C'est-à-dire, il y a d'abord une concertation des membres du premier cercle du pouvoir qui décide sur ce qui doit se dire. Ensuite vient, bon, voilà, ce conseil où, bon, voilà, comme qui dirait, juste de façade, qui vient se réunir pour qu'on sache qu'il y a eu conseil de ministres. Et puis, les grandes décisions, finalement, sont entérinées ailleurs. Et d'ailleurs, pendant que je le dis, ça me fait penser à ce que Denis Sassou Nguesso vient d'opérer, mais ça aussi, c'est une forfaiture. Une forfaiture parce que finalement, il a déplacé la République chez lui, à Oyo. Il a pris le palais présidentiel, il l'a mené, il a privatisé même le palais présidentiel. Cela suppose que toutes les grandes décisions du Congo se prennent dans un milieu privé. Ce n'est plus l'État congolais qui agit. Enfin, c'est ce que moi je pense. Vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de dire. J'étais en train de dire que c'est un premier ministre de façade. Pour revenir au Rwanda. Oui. Et donc, j'étais en train de dire aux compatriotes que lèvons-nous comme un seul homme, sauvons le pays, mes frères. Sauvons le pays, mes frères. Je vous l'affirme ici, la misère du Congolais commence de la Likwala jusqu'au bord de l'océan. Et si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour sauver ce pays, rassurez-vous, nos enfants, nos petits-enfants vivront le pire de ce que nous vivons aujourd'hui. D'où, je rappelle aux Congolais la nécessité de rejoindre la philosophie, la vision, le combat du CRC. Mais vous avez dit que nous reviendrons là-dessus. Le moment venu, certainement, vous poserez des questions. On vous dira ce qu'il faut, ce qui c'est le CRC et qu'est-ce que veut le CRC. Mais au jour d'aujourd'hui, les terres qui ont été vendues au Rwanda est une mine pour le Congo-Brazzaville qui va s'exploser d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans ou peut-être 50 ans. Nous autres serons certainement déjà sur terre, mais nos enfants, nos petits-enfants, comme le disait le général Benoît Mundelengolo dans son ouvrage « Les lettres ouvertes », ils viendront cracher sur nos tombes, déféquer sur nos tombes, pisser sur nos tombes, parce que nous aurons assisté une famille, un groupe de Congolais, signer des accords qui seront pour eux cette mine-là qui va s'exploser. Pour terminer là-dessus, oui. Je déplore également l'hypocrisie de l'opposition congolaise. Nous avons tous assisté récemment à cette comédie que nous connaissons tous. Mon expérience aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela me permet de révéler au peuple congolais que vous savez, quand il y a interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale, voilà comment ça se passe. La DGST, l'ex-DGST, actuellement la CID, informe la Congolaise, ou sinon la présidente de la République, que actuellement, au niveau de l'opinion nationale, voilà ce qu'il se dit. Et donc, vous devez communiquer là-dessus. Et eux, quand ils se réunissent, ils réfléchissent, ils trouvent que ça ne peut pas venir d'eux. Ils vont voir les opposants manipulés pour susciter une interpellation du gouvernement. Mais vous savez, la vérité finit par nous rattraper. Et le mensonge finit par nous exposer.
Le fameux chef de file de l'opposition congolaise, M. Pascal Tati Mabiala, premier secrétaire d'un parti que je respecte, parce que ce parti a eu un homme qui a dirigé la République, le professeur Pascal Issouba, qui a eu toute une vision, mais malheureusement qui n'a pas été comprise, paix à son âme, a interpellé le gouvernement en posant 2 questions au Premier ministre. Après la réponse du Premier ministre, il divertit les Congolais en disant « Accordez-moi 20 minutes pour mieux m'exprimer ». Il divertit les Congolais. Il dit encore plus loin à M. Isidore Mvouba « Mais pourquoi tu es si exigeant ?» Mais plus loin, il se trahit en disant au président de l'Assemblée nationale que nous sommes là pour aider le gouvernement. Autrement dit, l'opposition congolaise à l'Assemblée nationale, c'est un cabinet conseil du gouvernement. Ils ne sont pas là pour faire le contrepoids au régime en place. Ils ne sont pas là pour travailler parce qu'ils aspirent à la magistrature suprême, mais en fait, ils sont là comme un cabinet conseil pour le gouvernement. Autrement dit, permettez-moi de m'exprimer encore en nom national. Opposition, il y a Bois Liabito. Opposition, il y a Mboka na biso. Il y a le col avocat. C'est-à-dire que Monsieur Mathieu ou Monsieur André a bomi moto. A yebi kasi a bomi moto. Mais avocat, le col les a moussala na yeba futakaye pour nango. A koloba na Monsieur Mathieu ou Monsieur André. Au moment où ce juge a posé une question, boui, yo peut sa réponse. Si ba me poser une question, peut se réponse. Parce que si on peut se réponse, condamnation à quelque voir de nene. Or, si on zondil maqué, bah l'impe signé 2 ans, 3 ans. Mais si on zondil maqué, bah peut signer 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est le rôle de l'opposition congolaise aujourd'hui. Il a dit clairement à l'Assemblée nationale, ne pensez pas qu'on est là à compliquer la vie au gouvernement, on est là à aider le gouvernement. En fait, notre opposition a pour rôle dire au gouvernement, oui, vous savez, vous ne devez pas faire ça, faites ça, pour que le peuple trouve que vous travaillez bien. Si vous faites ça, c'est pas bon, faites ça. Voilà, alors pardon, Lucrèce Mike Guedi, on va avancer. Alors donc, si j'ai bien compris, c'est une véritable mise en scène à laquelle on assiste au niveau du Congo, notamment à l'Assemblée nationale congolaise. Ben, alors, donc, on va passer à l'autre volet. Il s'agit bien entendu du revers subi par le despote Denis Sassou Nguesso sur l'affaire Comisimpex, mais qui est visiblement, j'allais dire, très risqué pour le Congo-Brazzaville parce que finalement, il y aura des répercussions financières négatives et très graves sur le Congo-Brazzaville et sur les Congolais surtout, puisque le Congo est condamné à verser près de 1000 milliards de francs CFA à ce Libanais, Mohsen Odjedj, et 1000 milliards, j'imagine, si vous divisez par 5 millions d'habitants à casser, ça vous fait 200 000 par personne, par Congolais, donc imputable à chaque Congolais. Et donc, le Congo va payer, disais-je tout à l'heure, près de 1000 milliards, condamné à payer près de 1000 milliards à la société du Libanais Mohsen Odjedj. Et c'est ce même Libanais qui avait fait saisir l'avion Air Force One congolais, si on peut appeler ça comme ça, notamment le fameux Falcon 7X de Denis Sassou Nguesso, dont on apprendra plus tard finalement que cet avion avait été enregistré à un nom, c'est-à-dire au nom d'un particulier et non au nom du Congo-Brazzaville. Près de 1000 milliards à payer à ce Libanais. 1000 milliards, j'imagine, c'est beaucoup d'argent pour le Congo-Brazzaville. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai l'impression, mais c'est la première question en fait, 1000 milliards à payer, et tout à l'heure j'ai dit chaque Congolais doit donc 200 000 francs CFA à ce Libanais, parce que c'est de l'argent du contribuable en fait. Et que vous inspire une telle affaire, teintée, j'allais dire, d'escroquerie et
il faut le dire, la duplicité de Denis Sassou Nguesso. C'est quand même une haute trahison. C'est de la haute trahison, ça. Lorsqu'on se réfère à la Constitution congolaise du 6 novembre 2015, c'est clair et net. C'est la haute trahison. Monsieur Crisson Et Perrin, 1000 milliards, j'imagine, il n'y a pas que nous qui allons payer ça. Même nos enfants viendront payer ça. Les générations futures viendront payer. 1000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Monsieur Crisson Perrin, permettez-moi de vous le dire, j'aurais voulu avoir votre cœur. En disant de telles choses, vous avez quand même le sourire. J'imagine que vous avez un mental d'acier. Moi, ça me choque, ça m'attriste. Vous savez, le Congo, comme je le disais tout à l'heure, est dirigé par des gens sans foi ni loi. Nous connaissons tous les contours pour ceux qui font des recherches, qui sont informés, qui fréquentent des milieux où on glane des informations avec des preuves. Vous avez rappelé tout à l'heure mon séjour en Afrique. Nous travaillons parce que le CRC tient à dégager ce système. Ce n'est pas seulement moi. Hein. Pendant que moi, je suis en Afrique, au moment où on fait cette émission, vous avez ceux qui sont en Amérique, en Asie, qui travaillent, qui prennent contact, non pas pour déstabiliser le pays, mais à la recherche des partenaires qui vont apporter de l'eau dans le moulin congolais, pour les différents projets que nous avons. Parce que dès la création du CRC, excusez-moi d'anticiper, c'est vrai que nous allons revenir là-dessus, des pôles ont été mis en place, secteur par secteur. Un travail se fait pour de telle sorte que quand on arrive à la tête de l'État, quand on dégage le système, que les choses aillent vite, à l'image de Gabon, qu'il faut féliciter, avec la dette qu'ils ont épurée, en moins de 6 mois. Parce que ceux qui sont là ont une vision, parce que ceux qui sont là aiment la patrie, parce que ceux qui sont là se disent, tiens, nous partirons un jour. Mais quel est le témoignage que nous allons laisser? Vous savez, j'ai souvent donné un exemple simple. Tout en respectant la mémoire du feu maréchal Mobutu Sese Seko, dit Kukuwendo Wazabanga. À un moment donné de l'histoire, certainement les gens oublieront l'histoire de Mobutu. Mais vous et nous allons mourir. L'histoire de Lumumba ne sera jamais oubliée. La preuve, sa mémoire à titre posthume a été honorée il y a de cela 1 semaine ou 2 semaines par une grande figure de la politique française, en la personne de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui anime le CRC. C'est ça qui anime les dirigeants du CRC. C'est ça qui anime les membres du CRC. On n'y vient pas parce qu'on veut s'enrichir. Une fois qu'on va arriver à la tête, sinon on aura les manettes de la gestion de notre État. On y vient parce qu'on veut donner le maximum de nous-mêmes au bonheur du peuple congolais. Et récupérer ces terres pour ne pas revenir au sujet évoqué tout à l'heure. Parce que nous allons dénoncer, tel que nous dénonçons déjà aujourd'hui ces accords. Il y a lieu de les revoir. Je vous disais ce matin, j'ai eu au téléphone un député du Parti congolais du travail. Je tais le nom pour éviter de lui créer des problèmes. Qui me disait, petit frère, je ne connais pas le contenu de cet accord. Plus loin, il me dit, c'est du pipeau. Mais nous sommes dans un étau, on ne peut rien. J'ai dit, mais grand frère, c'est une erreur. Tu veux être dans un étau. Tu n'es pas condamné à y être. Un travail se fait dans ce sens-là, pour essayer de ramener les autres à la raison. Et donc, M. Crisson Perret, la situation de M. Odied, c'est la conséquence de l'incompétence de l'État congolais. Et j'entends par État congolais, en fait, l'incompétence de ceux qui gouvernent le Congo. Une incompétence incarnée par M. Denis Sassou Nguesso. Il croyait jouer M. Odied. Il croyait gérer l'affaire de M. Odied comme il manipule les tribunaux du Congo-Brazzaville. Mais malheureusement, il est dans un pays de droit où la séparation de pouvoir est respectée. Et regardez encore, ce qui prouve qu'ils sont incompétents, ce qui prouve qu'ils n'aiment pas le pays. Vous signez des accords avec un sujet étranger, je m'excuse du terme, qui a une société qui va travailler au Congo. Il sera payé par l'argent du contribuable congolais. Mais en cas de litige,
vous mentionnez dans l'accord que le conflit sera géré ou réglé en France. Ça prouve que même à cette époque, lui-même n'avait pas confiance à sa justice. Ça prouve que même à cette époque, il narguait même déjà la justice congolaise. Parce qu'il était incapable de dire à l'entreprise que vous voulez gérer ce marché, oui, on est prêt à vous le donner, mais s'il y a un litige, on le règle chez nous. Mais il accepte de le régler à l'extérieur du pays. Pour quelle fin? Moi, je pense que c'est la conséquence de l'incompétence, la conséquence de cette maladie, l'idiotie. Aujourd'hui, comme vous le dites, la dette sera payée par nous, la dette sera payée par nos enfants, la dette sera payée certainement par nos petits-enfants. Or, nous avons la possibilité de rattraper certaines choses. Nous avons la possibilité de sauver les meubles, comme on le dit. La maison a pris feu, mais essayons de sauver certains meubles. La possibilité, c'est de dégager le système. Mes frères et sœurs, je réitère, de l'Alikwala, vous mes frères des plateaux, vous mes frères des deux cuvettes, de la Sanga, du Poul, de la Bouenza, la cuvette, le Niari, l'Alekumu, le Kouilou, ne rêvons plus. Unissons nos efforts, nos intelligences, nos énergies pour sauver ce pays. C'est l'occasion de m'adresser au soutien du général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est l'occasion de m'adresser au soutien de André Okomi Salissa. Mes frères et sœurs, si vous aimez réellement ces hommes, si vous croyez réellement à ce qu'ils propulsent comme idée, comme philosophie, comme projet pour ce pays, rejoignez-nous pour les sauver. Paix à son âme, le général... Voilà, Lucrèce Maïngedi Leton s'en va. Alors, on va parler du CRC, puisque vous dites, vous demandez aux Congolais, à vos compatriotes, vous avez dit à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à les 12 départements du Congo, de vous rejoindre au CRC. C'est de cela que nous allons parler maintenant. D'abord, commençons par vous-même. Je rappelais que vous êtes ancien porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela à l'élection présidentielle de mars 2021. Vous êtes aussi ancien président de la jeunesse de l'UDH Yuki. Comment pourriez-vous expliquer cette mutation de l'UDH Yuki à se retrouver au CRC, porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo? Merci beaucoup, M. Christian Perret. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Au soutien du général Jean-Marie Michel Moukoko, au soutien de André Koumi Salissa et bien d'autres. Le général Jacques-Joachim Yombi Opango, paix à son âme, avait fait 11 ans en prison. Pourtant, il fut l'un des mentors de Denis Sassou Nguesso. C'est grâce à la conférence nationale souveraine, le vent de la conférence nationale souveraine, qui avait permis à ce dernier de retrouver la liberté. Ça va être le cas pour le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Koumi Salissa. Si nous ne menons pas une action pour leur libération, ils resteront longtemps en prison. Je ne veux pas être un prophète du malheur. J'ai bien peur aussi pour eux. Le colonel Marcel Soro, celui-là qui avait brûlé la poudrière en 1997 au profit de Denis Sassou Nguesso, est mort à la maison d'armes. J'ai bien peur pour ces deux leaders. Vous, les soutiens de ces leaders, rejoignez-nous pour les sauver. Ne rêvez pas, ils ne vont pas les libérer. Et à la limite, s'ils peuvent le libérer, ça veut dire qu'ils sont vraiment convaincus que ces derniers ne pourront plus rien faire, ne pourront plus faire quelque chose contre eux. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi je suis membre du CRC? Ben, c'est simple à comprendre. Aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela, j'ai l'expérience de 3 élections. L'expérience du référendum 2015, où le peuple congolais avait dit non au changement de la Constitution, il y avait eu un passage en force. 2016, où il y avait un deuxième tour entre le général Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait Kolela, il y a eu un passage en force. Les élections présidentielles furent publiées tard dans la nuit.
Le ministre, mon frère et ami, je ne le cache pas, Léonidas Mutom s'était fait appeler Malonga au prétexte qu'il vivait à Bakongo et qu'il devrait se retrouver de l'autre côté parce que les ninjas s'aimaient de la terreur. Les vidéos existent. Il y a eu l'élection présidentielle de 2021, celle qui a vu, excusez-moi, celle qui a vu Guy Brice Parfait Kolela partir, quitter la terre des hommes dans des conditions et circonstances qui suscitent et susciteront toujours. Tant que ces enfants qui en souffrent, nous qui avons été des collaborateurs proches qui en souffrent, ne saurons pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. Partons de ces trois expériences. Partons des parodies des élections législatives, locales. Je suis arrivé à comprendre une chose, que Denis Sassou Nguesso et son système ne respecteront jamais la vérité des urnes tant que cela ne les arrange pas. Ce qui veut dire, si nous voulons vivre l'alternance au sommet de notre État, la seule chose, c'est la révolution populaire. D'où mon adhésion au CRC. Surtout que dans sa philosophie, dans sa vision, le CRC n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement dans lequel vous avez les membres de l'UPADES, les membres du PCT, oui, je l'affirme, les membres du PCT, mais lesquels aujourd'hui ne veulent pas s'afficher, pourtant que nous connaissons tous. Vous avez les membres de l'UDH, moi qui vous parle, et bien d'autres, ils ne veulent pas s'afficher pour diverses raisons. Du RDD, du RDPS, du MAR, de l'UPADES, du MCDDI. Donc, c'est un tout. Dans ce tout, l'objectif principal, c'est de préparer le peuple à se soulever contre le système. Et une fois qu'on s'est soulevé contre le système, on l'a dégagé, les Congolais vont s'asseoir. Les Congolais de la Likuala, de la Sanga, de la Cuvette, de la Lekumu, de la Bwenza, ils vont s'asseoir pour discuter. Et donc, un dialogue. Les diasporas seront conviés. C'est l'occasion de rappeler ici, pour le CRC, la diaspora congolaise, ce n'est pas seulement les Congolais et Congolaises qui sont en France. Il s'agit des Congolais et Congolaises qui sont partout dans le monde. Ceux qui sont en Amérique, en Asie, dans les pays africains, en Europe, s'asseoir, discuter, et afin de mettre le pays sur les rails. Voilà un peu les raisons pour lesquelles... Alors donc, vous avez dit l'objectif principal du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, c'est de dégager Denis Sassou Nguesso, et donc je peux parler d'après Sassou Nguesso. Et dans votre, j'allais dire, dans le CRC, cette plateforme, vous avez cité quelques partis, en fait c'est presque tous les partis, les membres de certains partis qui sont avec vous, mais ceux qui sont dans la logique de ne plus voir évidemment ce pouvoir en place de dégager Denis Sassou Nguesso. Alors, comment ça va se passer? Parce que dégager, c'est une chose, on peut le faire, on l'a vu un peu partout dans le monde, mais après, je voulais un peu parler du jour J+1. Dégager Denis Sassou Nguesso, après, qu'est-ce qui va se passer? Un dialogue, une conférence nationale, parce que c'est quand même beaucoup les membres de plusieurs partis qui se retrouvent au CRC. Comment ça se passe concrètement? Comment gérer le jour J+1 ou +2? Monsieur Christian Pérez, j'ai envie de dire, on ne vend pas la peau du loup sans l'avoir abattu. Mais néanmoins, je peux rassurer le peuple congolais que le CRC, dès sa création, avait mis en place des pôles, et chaque pôle est composé des experts dans les différents domaines. Il y a un pôle qui travaille sur les questions sécuritaires, il y a un pôle qui travaille sur les questions de l'éducation, il y a un pôle qui travaille sur les questions économiques, il y a un pôle qui travaille sur les questions du transport, du logement, en fait, l'ensemble des secteurs qui touchent le fonctionnement d'un État, à l'image de ce que nous voyons ailleurs, en France, dans ce pays africain où je séjourne en ce moment, où lorsqu'on compare avec notre pays, c'est le jour et la nuit. Et donc, partons des résultats, des travaux de ces différents pôles
au jour d'aujourd'hui, le CRC a tout un programme. Et dans ce programme, il existe un programme des 100 premiers jours. Nous n'allons pas donner les détails, mais le peuple congolais doit retenir. Une fois qu'on a réussi à dégager M. Denis Sassou Nguesso son système, la première des choses pour nous, c'est de sécuriser le pays. Il faut sécuriser le pays. J'entends par sécuriser, nous entendons par sécuriser le pays, sécuriser nos frontières et se rassurer que sur le territoire national, ils n'ont pas laissé des foyers qui pourront devenir des foyers de tension, des rébellions, entre guillemets. Deuxièmement, il faut ramener le plus vite possible le pays sur les rails. Parce que vous avez dégagé un système. Mais le Congolais a besoin de l'eau. Le Congolais a besoin d'électricité. Le Congolais a besoin des transports. Et donc, l'État doit fonctionner. Parce que si l'État ne fonctionne pas, ces structures concentrées, déconcentrées ou décentralisées de l'État ne pourront pas fonctionner comme il se doit. Donc, il faut ramener le pays sur les rails. Mais après, on doit se parler. Les Congolais doivent se parler. Pas à l'image des concertations et dialogues organisés par M. Denis Sassou Nguesso où les résultats sont connus bien avant. On doit se parler à cœur ouvert. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on a fait du pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous devions corriger? Et comment le corriger? Et après, puisque nous sommes des démocrates, il faut organiser des élections. Mais comment les organiser? Il faut d'abord faire adopter une constitution. Parce que nous devons balayer cette constitution qui autorise un chef d'État de tuer, voler, violer, sans être inquiété après ses fonctions. Ce n'est pas une constitution. Ok, donc si j'ai bien compris, pardon Lucrèce, si j'ai bien compris, vous avez déjà un programme préétabli et donc vous travaillez, comme qui dirait, comme un gouvernement déjà existant, mais en fait, je ne dis pas gouvernement, c'est-à-dire vous avez des pôles, comme vous avez dit, des pôles dans chaque domaine de la vie d'une nation, vous avez dit économie, naturellement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, santé, éducation et tout ça. Monsieur Christian Perrin, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces pôles, je le dis avec sourire, avec plaisir, parce que le peuple congolais sera fier de nous. Un travail de fond a été fait par des experts congolais, mais aussi étrangers. Ceux qui ont accepté de faire du Congo leur seconde nation. Les frères de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, des Européens, des Américains. Oui, mais dans tout ça, c'est bien de parler de ces pôles qui travaillent, qui ont déjà un programme déjà préétabli, s'il faut le dire comme ça, mais vous savez ce qu'on appelle par le nerf de la guerre. Or là, tel que Denis Sassou Nguesso est en train de fonctionner, l'élection 2016 était pour Denis Sassou Nguesso mais vraiment un challenge parce que d'abord, il ne savait pas s'il allait vraiment gagner cette élection face au général Jean-Marie Michel Mokoko, à Okombi Salissa et bien d'autres. Et d'ailleurs, il n'est venu qu'en 3e position, tout le monde le sait, après Guy Brice Parfait Kolela et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, le nerf de la guerre, je peux me tromper, mais je pressens que ce monsieur partira avec toutes les caisses de l'État. D'ailleurs, il a pris à tout. Monsieur Christian Perrin. Comme on le sait, il a amené la banque centrale chez lui à Oyo. Donc, ce monsieur est capable de partir avec tout l'argent restant dans les caisses, s'il y en a encore, dans les caisses de l'État. Comment vous allez faire? Monsieur Christian Perrin, je vous ai dit tout à l'heure, on ne vend pas la peau du loup sans l'avoir abattu ou tué. Ok, ça entre dans le cadre des stratégies. Je veux vous répondre quand même pour rassurer le peuple congolais. Oui. Ils peuvent se rassurer que ces questions ont été étudiées de la manière la plus profonde par des experts congolais et étrangers qui acceptent de faire du Congo leur seconde nation. Vous avez des Congolais et Congolaises qui ont investi au Congo. Vous avez des Congolais et Congolaises qui veulent investir au Congo, mais le climat des affaires ne les rassure pas. Vous avez des étrangers qui veulent investir au Congo, mais le climat des affaires ne les rassure pas. Parce que la peur, c'est quoi? Dès qu'ils arrivent avec un projet pour vouloir investir, il y a ceux qui courent derrière eux pour exiger des pourcentages, 30%, 40%, 20%, 10%. Je vous donne un exemple. En 2017, au 13e étage à la Tour Nambemba,
J'ai eu l'occasion, en rendant visite, parce que j'avais un rendez-vous avec un frère congolais, un compatriote, originaire de la Likuala. On devait discuter sur quelque chose. Quand j'arrive dans son bureau, j'ai eu la chance d'assister des gens qui discutaient sur une société de télécommunications qui devait s'installer au Congo-Brazzaville, mais présente en RDC. Elle n'a pas pu s'installer pour la simple raison, parce qu'il y avait la fille du chef de l'État qui avait dit que moi, il me faut 30% des actions. Cette fille s'appelle Denis Sassou Nguesso Claudia. Au 13e étage, en 2017, je le découvre. Et donc, je vous dis, voilà, mais donc on va avancer. pour terminer, s'il vous plaît, Le temps nous presse s'il vous plaît, Nous avons deux questions à terminer. Hein. J'aimerais rassurer au peuple congolais que les partenaires qui accompagneront le Congo sur le nerf de la guerre, comme vous le dites, sont là. Ils sont prêts. Ils sont prêts, donc ils attendent que les choses puissent changer. Naturellement. Alors, voilà. Alors, dites-nous un peu. C'est une question récurrente hein, que souvent les Congolais posent à tous ceux qui prétendent mener une lutte politique à l'extérieur du Congo, bien entendu. J'entends par là, ça peut être en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout ailleurs dans le monde. La question, c'est souvent de dire, mais écoutez, vous faites un peu trop du bruit à l'extérieur. Quel impact pourrait avoir votre action sur le terrain au Congo-Brazzaville? Et pourquoi vous ne venez pas au Congo pour qu'on se batte tous sur place? Qu'est-ce que vous répondez à cela? J'en rigole parce que effectivement cette question se pose. Les gens sur les réseaux sociaux on lit. Non. D'abord, avant de parler du CRC comme tel, j'invite le peuple congolais de creuser dans l'histoire. La déclaration du général de Gaulle, elle se fait où? Oui, à Brazzaville, un peu à l'extérieur. À combien de kilomètres de la France? Presque plus de 6 000, hein? 6 000 kilomètres, c'est ça, à Brazzaville. Le combat de Arafat, Yasser Arafat, se fait où? Oui, on l'a vu. Les compagnons de Mandela ont travaillé depuis où? N'est-ce pas à l'extérieur de la France? À l'extérieur, oui, ils étaient à l'extérieur. Le MPLA. Le Ouais, MPLA, par exemple. Tout à fait. En RDC, juste à côté de chez nous, en renversant Mobutu, paix à son âme, Laurent Désiré Kabila ne se trouvait pas à Kinshasa. Et rassurez-vous que 90% des membres du CRC sont sur le territoire national. Nous autres qui sommes à l'extérieur, nous ne représentons qu'environ 10%. Et je pense que même 10% c'est trop. Nous sommes environ 7 ou 8%. Et à un moment donné, je vous prends un exemple simple. Ceux qui dirigent mieux un combat, parfois, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. J'invite le peuple congolais de faire une observation aussi simple. Une équipe de football. Ils sont 11 sur l'aire de jeu. Mais il y a un entraîneur qui est sur le banc de touche qui ne joue pas avec eux, mais qui oriente. Le club est tenu par un staff, des dirigeants, qui ne sont même pas sur le banc de touche, qui sont au gradin. Les supporters, ceux qui font la force du club, on peut les compter en milliers. Alors, passons à la dernière question et votre réponse comptera également du mot de la fin. Il s'agit bien sûr du dialogue politique qui serait en vue au Congo-Brazzaville. Un dialogue politique, disais-je, serait en vue au Congo-Brazzaville selon certaines, j'allais dire rumeurs. Hein. De toute façon, au Congo-Brazzaville, nous savons que généralement les choses commencent par les rumeurs, après ça devient une réalité. Et en Afrique, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Les langues sont en train de se délier là-dessus pour parler d'un dialogue que le régime en place, donc du despote Denis Sassou Nguesso, voudrait organiser. Et ma question, c'est de savoir quelle serait donc la posture du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, s'il y était convié. Déjà, M. Christian Perrin, il faut dire que, pensez-vous un seul instant
que M. Denis Sassou Nguesso peut organiser un dialogue comme tel. Il y a eu la concertation de Ouesso. Il y a eu Evo. Il y a eu Oando. Il y a eu Sibiti. Il y a eu Dolizi. Il y a eu Madingu. Ça a donné quoi? Zéro. Un exemple simple. 2015 avait opté pour la biométrique en ce qui concerne les cartes d'électeurs. Entre 2015 et 2023, l'année où nous sommes, il y a eu combien d'élections? Il manque à l'État congolais de l'argent pour établir des cartes biométriques en ce qui concerne les cartes d'électeurs. Non, mais j'allais dire, il a pris quand même de l'âge. Hein, c'est une comédie, je vous en prie. Un peu de sagesse. C'est une comédie, je vous en prie. Nous connaissons comment sont organisés les dialogues. J'ai l'avantage d'être le produit politique de quelqu'un qui a travaillé avec eux, qui a été 7 ans au gouvernement, qui a eu à organiser avec l'actuel directeur de cabinet de M. Denis Sassou Nguesso, en l'occurrence de M. Florent Tiba, les différents dialogues sociaux plutôt. Il nous racontait comment ça se faisait. Lorsque les partenaires sociaux dans la salle coinçaient, on suspendait les travaux. Et on les appelait ici et là, on préparait des enveloppes. Tout ça l'a amené à se rendre compte, mais tiens, mais qu'est-ce que je fais? On ne peut pas continuer comme ça. D'où son départ au gouvernement en 2015. Et comme il avait rappelé le 27 septembre 2015 au boulevard des Armées, pour ma part, je demande pardon au peuple congolais, parce qu'on a menti le peuple. On a manipulé le peuple. Vous pensez que ce dialogue-là va amener quoi? Mais c'est un dialogue qui va accoucher une souris. D'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce qu'il sera convoqué? Parce que bien avant qu'il soit convoqué, le souhait est que le peuple se lève pour les dégager. Ça n'apportera rien. Il y a derrière nous des concertations, des dialogues qui n'ont rien apporté. Allez poser la question à M. Mboulou, qui a toujours été à la manœuvre des organisations de ces dialogues et concertations. Peut-il nous dire qu'est-ce que ces dialogues ou ces concertations ont apporté de positif au peuple congolais? Oui, mais il y a un petit détail à ce sujet. Ils disent que ça se déroulera sous l'égide de la communauté internationale. Là aussi, ça ne vous rassure pas? Monsieur Christian Perrin, qu'est-ce que vous appelez par la communauté internationale? J'ai été porte-parole de Guy Brice Parfait Kola à l'élection présidentielle. Combien de fois nous avions été reçus par les délégations de la CEMAC, de l'Union africaine, pour discuter sur l'organisation de ces élections? Quelle était la suite? Mais ils finissent par prendre acte qu'il y a eu quelques irrégularités pour l'organisation de cette élection, mais ces irrégularités ne donnent pas lieu à l'annulation de l'élection. Le président sortant a été réélu. Le rapport est déjà rédigé quelque part. Très souvent, quand ces délégations-là arrivent, sont au lait, au miel. Ils sont bien logés dans les hôtels UP à Brazzaville. On les fait des enveloppes. Les fonds sortent du trésor public. On détourne les chapitres pour mettre à la disposition du responsable en charge de la réception de cette délégation pour les gérer. Non, M. Christian Perrin. Si hier l'opposition congolaise avait beaucoup menti le peuple, avait beaucoup manipulé le peuple, je nous en prie, pour ne pas dire je vous en prie, prenez enfin conscience. Disons-nous un jour, nous quitterons la terre des hommes, nos enfants, nos petits-enfants, nous accompagnerons vers nos dernières demeures. Mais quelle est l'image? Quel est le témoignage que nous allons laisser auprès de nos enfants? Je prends un exemple simple pour inviter, entre guillemets, les fameux dignitaires congolais, militaires, policiers, gendarmes, députés, sénateurs, membres au gouvernement, conseillers de M. Denis Sassou Nguesso. L'argent que vous amassez illicitement, que vous placez ici et là,
sera récupéré un jour par ces États. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui vont souvent en France, allez dans le 78, plus précisément à Mézy-sur-Seine, à moins de 5 km de la ville d'Agricourt, où M. Bokassa avait un château. Ce château est devenu une salle de fête. Sa résidence familiale située à Mézy-sur-Seine. Aujourd'hui, la ville est en train de construire des logements sociaux dans cette cité. Prenez conscience. Le CRC vous donne l'occasion de bénéficier le pardon populaire du peuple. Tournez dos à ce système. Mais si vous continuez à être au service de ce système, lorsque la révolution va sonner, l'heure de la révolution va sonner, la justice fera son travail. La justice fera son travail et elle aura raison sur vous. Vous de l'opposition, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils départementaux et municipaux, vous qui vous contentez des émoluments, tenez-vous tranquille, ça va bientôt prendre fin. Mais le CRC vous donne l'opportunité de continuer votre action politique en tournant le dos à Denis Sassou Nguesso et son système. Inspirez-vous des dignitaires de Mobutu, paix à son âme. Certains sont devenus malheureux en Ouganda. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils avaient fait du mal au peuple. Le CRC vous tend la main. Le CRC vous donne la possibilité de vous rattraper. Toi l'enseignant, parce que nous le connaissons, toi l'enseignant, toi le commerçant, toi le tenancier d'un bar, d'un restaurant, que les services de renseignement utilisent pour les informer des mouvements des gens. Mathieu a été chez un tel, il a été ceci, il a fait cela. Tenez-vous tranquille, nous vous connaissons. Nous avons tout un fichier. Le moment venu, la justice aura raison sur vous. Mais nous vous donnons une opportunité de vous racheter. Tournez le dos au système. Rejoignez le projet de CRC. Et donc, œuvrons ensemble pour la révolution du feu. À nos frères de la RDC, nous l'avions assez dit, que la situation que vous subissez actuellement à l'est de la RDC, elle sera la nôtre si nous ne dégageons pas ce système parce que ceux qui vous dérangent veulent s'installer chez nous. Unissons les forces, unissons les intelligences, afin de mettre hors état de nuire cet ennemi commun. Aujourd'hui, il nous caresse en disant qu'il amène des agriculteurs. Hier, il vous avait caressé. Ce qu'il vous fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fera chez nous. Unissons nos forces. Aux frères voisins du Gabon, bravo à vous. Mais nous vous incitons à faire mieux que ça. Mes frères congolais, je vais terminer par là. Mes frères et sœurs de la Likwala, mes frères et sœurs des deux cuvettes, de la Sanga, des plateaux, du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lekumu, du Kwilu. Je vais une fois de plus vous parler en langue. Ba papa, ba mama, bilenge, to sangana, to zalabo moko. Ba opito ya Weso. Ba opito ya la Bwenza, ba opito ya Likwala, ba opito ya le Kwilu, ya le Poul, ba opito tuyaka na pasi, ba plateau technique ezati. Pasio ezozwa bino na Likwala, pas yangoka mutu ezozwa bo bandeko na bino ya le Poul. Courant tango kendaka na ba quartier na biso na Brazzaville na Pointe-Noire na Weso. Et pour na ke sikate non, et qui n'est pas mon Congo, et qui n'est pas mon Moshi, et qui n'est pas mon Kwele, et qui n'est pas mon Vili. Les agents qui ont environ 35 mois, si je ne me trompe pas, de la mairie de Weso, ils ne sont pas tous originaires de la Sanga. Ceux qui subissent les conséquences des guerres dites civiles dans le Poul ne sont pas tous originaires du Poul.
Je connais des familles, moi, du Kwilu, des plateaux, qui ont vu leurs enfants mourir dans ce département. Pendant ce temps, ceux pour lesquels ils sont morts, leurs enfants sont devenus riches par le vol des deniers publics. Unissons-nous. Vous allez me dire, oui, la peur de la mort. Mais qui est éternel? Enfin, pour terminer, merci M. Christian Perrin pour cette opportunité. Dans les prochaines heures, je vais rejoindre là où je réside en ce moment, espérant que vous nous donnerez toujours l'occasion de nous exprimer. Donc, vous pouvez être rassuré, notre plateau est libre pour tout le monde. Hein, et merci vous beaucoup, pouvez M. revenir. Christian Perrin. Oui. À tous ceux qui nous ont rejoints, merci. À ceux qui hésitent de nous rejoindre, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Nous voulons donner ensemble avec vous le maximum de nous-mêmes pour l'avenir de nos enfants, pour libérer les prisonniers politiques, pour redonner à notre pays l'image d'OTAN, pour donner à notre pays les possibilités d'être réellement un pays de transit, comme cela a été dans le passé, pour donner à notre pays cette possibilité de redorer son blason diplomatique, pour donner à notre pays cette possibilité de garantir à son peuple le droit au logement, la santé, l'éducation, la formation. Merci, M. Christian Perrin. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Lucrèce Maïk Nguedi d'avoir été avec nous. Je vais donc retenir que le CRC n'est ni pour les élections avec Denis Sassou Nguesso, ni pour le dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Tout ce que le CRC veut que Denis Sassou Nguesso dégage, sinon c'est la révolution populaire, garantie d'ailleurs par les textes internationaux. C'est bien différent du coup d'État. En tout cas, merci d'avoir donc disposé tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Nous reviendrons vers vous pour d'autres questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir donc suivis, comme d'habitude. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé massivement cette émission, ainsi vous nous permettrez d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Je vous dis donc au revoir et on se retrouve très prochainement. Merci.